Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Inside News RDC. Il y a 8 jours, un dialogue national a été annoncé pour refermer ce que la guerre et la politique ont laissé ouvert. 8 jours plus tard, une seule chose est acquise. 6 définitions du mot inclusif se disputent la réponse, et aucune ne recouvre l'autre. Ce soir, une même mécanique traverse cette édition. Sur la guerre, l'État négocie depuis 15 mois à Doha avec ceux qui ne refusent d'asseoir à Kinshasa. Sur la Constitution, le chef de l'État a lui-même saisi la Cour constitutionnelle et il ouvre au même moment un forum politique sur le même objet. 2 tables pour chaque question et rien qui dise laquelle décide. Merci à vous qui nous accompagnez ce soir, fils et filles des 4 coins de la nation. Et merci à celles et ceux qui nous écoutent depuis l'étranger. Nous commençons par le mot lui-même, l'inclusivité, parce que tout le reste en dépend. Ensuite, la Constitution et le calendrier électoral, où le même dédoublement se répète. Enfin, la question que ce pays se pose depuis 25 ans sans jamais la trancher. À quoi servent des dialogues? Solange, tout le pays répète le mot inclusif. Dis-moi d'abord ce qu'il a déjà voulu dire chez nous. Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 17 juillet 2026, cité de l'Union africaine à Kinshasa. Le chef de l'État reçoit les responsables des principales confessions religieuses, la Conférence épiscopale nationale du Congo, l'Église du Christ au Congo, l'Église du Réveil et la communauté musulmane. Ce n'est pas lui qui parle devant la presse à la sortie. C'est le cardinal Fridolin Ombongo qui annonce la décision. Et c'est un communiqué de la présidence qui fixe la formule. Un dialogue national inclusif, apaisé et résolument républicain, dans le respect des institutions et de la Constitution. Ce lieu a déjà servi. C'est dans cette même cité de l'Union africaine que se sont refermés, le 18 octobre 2016, les travaux de ce qui s'appelait officiellement le Dialogue politique national inclusif, sous la facilitation de l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo. Un accord politique y a été signé. 2 jours plus tard, le 20 octobre 2016, le rassemblement de l'opposition rejetait cet accord et appelait à la tenue, je cite le communiqué, d'un dialogue inclusif. Le dialogue qui portait le mot dans son titre s'est donc vu refuser le mot 48 heures après sa clôture. Le rapporteur qui avait lu les résolutions de ce rassemblement s'appelait Deli Sezanga et il siège aujourd'hui au présidium de la coalition Article 64. Et 10 ans après, ce même dialogue de la cité de l'Union africaine est revendiqué comme une réussite par le camp d'en face. Ferdinand Cambéré du PPRD en parlait cette semaine comme du forum qui a préparé les élections et donné l'alternance. Un camp y voit un succès, l'autre une mascarade. Et il s'agit du même bâtiment, du même texte et des mêmes signatures. La suite est connue. La médiation des évêques, puis, le 31 décembre 2016, la signature d'un texte intitulé « Accord politique global et inclusif ». Ce texte prévoyait des élections au plus tard en décembre 2017. Elles ont eu lieu en décembre 2018. Et il faut remonter encore. Avant 2016, il y a eu le dialogue intercongolais, ouvert le 15 octobre 2001 à Addis Abeba avec 80 délégués, transportés à Sun City le 25 février 2002 pour une durée prévue de 45 jours, achevé le 19 avril 2002 sur un accord partiel qui n'a jamais été appliqué. Il a fallu Pretoria le 16 décembre 2002 pour aboutir à l'accord global et inclusif sur la transition, ratifié à Sun City le 2 avril 2003. En 2002, le mot inclusif avait une définition opératoire. Le forum reposait sur 5 composantes nommées: le gouvernement, l'opposition armée, l'opposition non armée, la société civile et les forces vives. Chacune désignait sa délégation, avec des clés de répartition qui allaient des ministères aux ambassades. L'inclusivité n'était pas une intention, c'était une grammaire, avec des sièges comptés. Et ce texte écrivait déjà la formule que les églises reprennent aujourd'hui. L'amnistie est accordée pour les faits de guerre et les infractions politiques et d'opinion, à l'exception des crimes de guerre, des crimes de génocide et des crimes contre l'humanité. Du 7 août 1991
Au 6 décembre 1992, enfin au Palais du Peuple, environ 2800 délégués ont siégé à la Conférence nationale souveraine, présidée par Monseigneur Laurent Monsengwo. Elle s'était donné un pouvoir que personne n'a réclamé depuis. Elle se déclarait souveraine, aucune autorité au-dessus d'elle. Ses résolutions s'imposant à tous. Le 15 août 1992, elle a nommé Étienne Tshisekedi Premier ministre. Ces résolutions n'ont jamais été appliquées. 3 fois en 35 ans, ce pays s'est assis pour se parler. 2 de ces 3 rendez-vous portaient le mot inclusif dans leur intitulé officiel. Ce qui a manqué à chaque fois ne se trouvait pas autour de la table. Cela venait après. 3 précédents, et un seul où le mot avait un contenu écrit avant que la salle ne s'ouvre. En 2002, on savait qui entrait, sous quelle étiquette et avec combien de sièges. La grammaire précédait la réunion. 8 jours après l'annonce du 17 juillet, nous n'avons ni liste, ni critères, ni composantes, et l'ordonnance qui doit les fixer n'est toujours pas publiée. L'absence de texte officiel n'a pourtant empêché personne de parler. À défaut d'une définition écrite, chaque camp a servi la sienne, dans les communiqués, dans les points de presse et dans les spaces. Et ce sont ces définitions-là qui occupent le terrain depuis une semaine. Solange en 2026. Qui dit quoi? Et surtout, qui chacun laisse dehors? 6 définitions circulent, et elles ne se recouvrent nulle part. Pour le pouvoir, inclusif veut dire rassemblement patriotique sous condition, celle de condamner clairement l'agression rwandaise. Le cadre est fixé, sur le sol congolais, dans le respect des institutions et de la Constitution, convoqués par le président et sont écartés l'AFC et le M23. Pour les confessions religieuses, inclusif veut dire ouverture maximale sans impunité. Le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Ncholet, pose la règle. Si l'objectif est de restaurer la souveraineté de l'État et l'unité nationale, il faut accepter de parler avec tous, y compris le M23. L'Église du Christ au Congo ajoute que dialoguer ne signifie ni cautionner ni récompenser les violences commises contre les civils. Ce qui est écarté ici, ce n'est aucun acteur, c'est l'amnistie automatique. Pour la coalition article 64, inclusif veut dire participation large dans un climat de liberté et surtout ailleurs. Le communiqué signé par Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Deli Sezonga, Jean-Marc Kabound et Augustin Matata Ponyo conditionne l'entrée à la libération des prisonniers politiques, à l'arrêt des poursuites à caractère politique et à la levée des restrictions de circulation frappant les opposants. Il demande davantage que les assises se tiennent hors du territoire national, qu'elles soient pilotées par la SENCO et l'OCC et que l'ordre du jour soit arrêté par consensus. Cette exigence de lieu a une matière très concrète et le professeur Bob Kabamba de l'Université de Liège l'a détaillé hier soir. Une partie des acteurs concernés vit à l'étranger sans titre de voyage, faute de passeport congolais délivré. D'autres sont sous le coup d'une condamnation, certains à mort. D'autres encore sont détenus. Celui qui poserait le pied à Njili pour venir dialoguer pourrait être interpellé à l'arrivée au nom de la décision qui le frappe. Tant que ce point n'est pas réglé, l'invitation et le mandat d'arrêt voyagent dans la même enveloppe. Pour le camp de Joseph Kabila, inclusif veut dire sans exclusion et sans préalable. Le Front commun pour le Congo demande un rassemblement de l'ensemble des forces politiques, sociales, religieuses et citoyennes, sans condition préalable, et refuse un processus placé sous l'autorité morale ou politique d'un camp. Pour l'AFC et le M23, il n'y a pas de définition, il y a un refus. Corneille Nangaa soutient que la solution ne se trouve ni dans un dialogue, ni dans des compromis, mais dans la refondation de l'État. Pour la société civile, enfin, inclusif se mesure par le bas. Le 3 décembre 2025, 67 organisations congolaises signaient une déclaration commune, réclamant un dialogue qui s'attaque aux causes profondes, donne la parole aux populations directement touchées et associe les autres acteurs armés, l'opposition non armée et la société civile. Arrêtons-nous sur les 2 premières, parce qu'elles ne divergent pas seulement sur les noms. Le pouvoir exige que les assises se tiennent sur le sol congolais et qu'il les convoque. La C64
exigent qu'elles se tiennent hors du pays et qu'un autre les pilote. Ce ne sont pas deux listes d'invités qui s'opposent, ce sont deux géographies qui s'excluent, et aucune concession sur les noms ne règle cela. Reste le fait le plus lourd, et il me vient d'aucune de ces 6 positions. Il vient des signatures de l'État lui-même. Le 23 avril 2025, à Doha, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 signaient une déclaration conjointe, prévoyant un dialogue constructif destiné à traiter les causes profondes de la crise. Le 19 juillet 2025, toujours à Doha, une déclaration de principe était signée pour la partie congolaise par Sombo Sita Mambu et pour l'AFC M23 par Benjamin Mbonimpa. Le 15 novembre 2025, un accord cadre reprenait 2 protocoles déjà paraphés sur la vérification du cessez-le-feu et sur l'échange de prisonniers. Dans sa correspondance de janvier dernier au président angolais, Corneille Nangaa dénombrait 5 instruments conclus depuis avril 2025. Ce processus porte, dans ses propres termes, sur la restauration de l'autorité de l'État et la réintégration des groupes armés. Autrement dit, depuis 15 mois, l'État congolais s'assoit à Doha, puis à Montreux, avec ceux qu'il déclare aujourd'hui indignes de s'asseoir à Kinshasa. Le porte-parole du gouvernement ne l'a jamais caché. Il l'a même imagé devant nous. Un dialogue avec le père à Washington et avec le fils à Doha. Patrick Mouyaya a précisé le 17 juillet que le dialogue national ne suspend pas Doha. Les 2 tables existent donc en même temps, sur le même conflit, avec un participant admis à l'une et exclu de l'autre. Sur ce point, nous citons Bob Kabamba, qui interpelle en disant qu'on accepte de discuter avec eux à Doha, on accepte de discuter avec eux en Suisse, et on ne veut pas qu'ils participent au dialogue. Et Ferdinand Kabambé qui ajoute qu'il veut bien un dialogue avec le M23, il le fait déjà à Doha, il le fait déjà à Montreux. Le pouvoir a une réponse, et elle mérite d'être entendue avant qu'on ne conclue. Lambert Mende, membre du Présidium de l'Union sacrée, l'a formulé cette semaine. Le chef de l'État n'a exclu personne. Il a posé une condition, et l'inclusivité n'est pas l'unanimité. C'est juridiquement défendable. Un critère d'admission n'est pas une exclusion nominative, et aucun forum au monde ne s'ouvre sans règle d'entrée. Reste que les 5 autres camps disent exactement la même chose de leurs propres conditions. Et pendant ce temps, à Goma, à Bukavu, à Uvira, ce que nos concitoyens attendent d'un dialogue ne se formule pas en vocabulaire institutionnel. Bukavu vit aujourd'hui du Rwanda pour son carburant, son sucre, son lait. Les agences bancaires n'ont pas rouvert. Les axes de ravitaillement décident du prix du sac de farine. Aucun adjectif ne rouvre une route. On dit d'un dialogue qu'il est inclusif quand il n'exclut personne. Ce qui se joue à Kinshasa depuis 8 jours, c'est l'inverse exact. 6 définitions concurrentes de l'inclusivité, 6 listes d'exclusion et un État qui négocie déjà ailleurs avec ceux qu'il tient à la porte. Merci Solange. Ce journal regardera ce dialogue à 3 choses, et il les pose ce soir pour qu'on puisse les lui rappeler plus tard. Nous lirons l'ordonnance le jour où elle paraîtra, et nous dirons qui ces critères font entrer et qui ils laissent dehors. Nous demanderons ce que deviendront les conclusions de ces assises, lois, ordonnances, accords signés ou rien. Et nous poserons la question avant l'ouverture, pas après la clôture. Puis nous compterons, avec des dates, ce que l'État aura appliqué de ce qui aura été décidé. Ce que vous venez d'entendre sur la guerre se répète ailleurs, sur un terrain qui engage davantage encore. Micheline, la Constitution aussi, se traite à 2 endroits à la fois. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, Ilonga, elle se traite même devant un juge et dans une salle en même temps. Le 30 juin dernier, dans son discours à la nation pour la fête de l'indépendance, Félix Tshisekedi a annoncé avoir déféré la loi référendaire adoptée par les 2 chambres du Parlement à la Cour constitutionnelle, pour examen de sa constitutionnalité avant toute promulgation, sur la base de l'article 160, alinéa 3. Ces mots ce jour-là, la Constitution n'est ni un instrument de circonstance, ni un objet de convenance. Cette saisine est toujours pendante. La Cour ne s'est pas prononcée sur le fond. Il faut ici lever une confusion qui circule depuis une semaine.
le vendredi 17 juillet, la Cour constitutionnelle a bien rendu des arrêts touchant à ce texte. Elle siégeait en procédure de filtrage sur 27 causes. Dans le dossier Air-Const 2680, introduit par Duli Muntululu, elle s'est déclarée incompétente pour examiner une requête en inconstitutionnalité de la proposition de loi portant référendum. Elle a fait de même sur un recours visant l'accord de partenariat stratégique conclu avec les États-Unis d'Amérique. Les explications données sur l'état d'avancement du texte au moment de la saisine varient d'une source à l'autre. Certaines rédactions indiquant qu'il n'avait pas encore été définitivement adopté, d'autres qu'il avait déjà quitté l'Assemblée nationale pour le Sénat. La Cour est sortie de sa réserve le dimanche suivant pour préciser une chose que nous reprenons telle qu'elle. Les décisions rendues en procédure de filtrage portent exclusivement sur sa compétence et sur la recevabilité. Elles ne constituent pas un examen du fond et elles ne préjugent en rien de la constitutionnalité du texte. Cette mise au point vise aussi ceux qui ont conclu trop vite dans un sens ou dans l'autre. Le 17 juillet, jour de ces arrêts, est aussi le jour où le dialogue national a été annoncé à la Cité de l'Union africaine. La question constitutionnelle est devant un juge sur saisine du président lui-même. Elle est en même temps devant un forum politique ouvert par le même président, dont l'ordre du jour n'est pas encore écrit. Le gouvernement affirme que la Constitution n'a jamais été inscrite à cet ordre du jour. La C64 en a fait sa ligne rouge et campe sur les articles 70 et 220 qui limitent le nombre et la durée des mandats. Personne à ce jour ne dit ce qui se passe si la salle et le prétoire ne disent pas la même chose. Une nuance manque au débat et elle vient d'un critique du gouvernement. Bob Kabamba, qui est parmi les critiques les plus dures de la démarche du gouvernement, soutient que le texte de 2006 n'est pas le problème, rappelant qu'il fut présenté à l'époque comme l'un des meilleurs textes constitutionnels au monde, et que le problème est celui des hommes qui l'appliquent. Il désigne pourtant 2 révisions qu'il juge nécessaires. La retenue à la source de 40% au profit des provinces, prévue par le texte et jamais appliquée, et la question de la nationalité, exclusive dans la Constitution, alors que des responsables en fonction détiennent une nationalité étrangère. Réviser un article et changer de république ne sont pas la même opération. C'est précisément cette distinction que le débat public a perdue. Reste le calendrier et il est têtu. La feuille de route publiée par la CENI le 4 avril 2025 fixe les scrutins combinés au 16 décembre 2028, les résultats provisoires en janvier 2029 et la prestation de serment le même mois. Elle prévoyait l'enrôlement des électeurs jusqu'en mars 2027 et l'adoption de la loi sur la répartition des sièges en avril 2027. Un an après sa publication, l'Institut de recherche Ebouteli constatait qu'elle était devenue en partie obsolète, de nombreuses activités n'ayant pas été réalisées, principalement faute de financement, et rappelait que le Parlement n'a examiné aucun rapport de la CENI depuis son installation en 2024. L'analyste Christian Moneka ajoutait que le mandat du bureau de la CENI arrive à échéance en 2027 et que ce même bureau serait alors chargé d'organiser le scrutin suivant. Le 16 décembre 2028 est dans 29 mois. L'enrôlement devait s'achever dans 8. Entre ces 2 dates, il y a un dialogue dont personne ne connaît encore l'ordre du jour et une loi référendaire dont personne ne connaît encore le sort. Merci Micheline. Une salle, un prétoire, un calendrier et 3 horloges qui ne battent pas ensemble. Il y a pourtant une question que ces 3 horloges ne posent jamais, et c'est celle que nos concitoyens posent en premier. À quoi servent les dialogues congolais? 2 textes ont circulé cette semaine. Ils viennent de 2 hommes qui n'ont rien en commun, et ils disent la même chose. Le premier est une lettre ouverte de Dieudonné Mkishi, président du parti Congo Positif et coordonnateur national du Front Anti-Dialogue, adressé à Dédicé Sanguin. Il y conteste l'idée qu'un dialogue serait incrédible sans Joseph Kabila ni l'AFC M23. Son argument central: accorder une place privilégiée à un mouvement armé ferait de la conquête militaire un moyen recevable d'obtenir une reconnaissance politique. Il convoque l'article 5, qui réserve la souveraineté au peuple, les articles 63 et 64 sur le devoir de faire échec à toute prise de pouvoir contraire à la Constitution, puis
Hans Kelsen, Max Weber et Norberto Bobbio sur le monopole de la contrainte légitime. Et il pose une question restée sans réponse. Quelle revendication politique précise Joseph Kabila porte-t-il, qui justifierait sa participation? Si elle est d'ordre constitutionnel, pourquoi n'a-t-elle jamais emprunté les voies prévues par la Constitution? Mekichi rappelle enfin que plus de 25 années d'accords conclus avec des rébellions successives n'ont jamais éteint la violence à l'Est, et que plusieurs travaux universitaires décrivent une rébellion devenue rentable. Le second texte est l'entretien accordé hier soir par Bob Kabamba. Il parle depuis l'autre bord. Il défend l'inclusivité la plus large. Il pense que Kabila, Katumbi et Nanga doivent être à la table. Et il décrit exactement le même mécanisme. Il l'appelle le péché originel du système politique congolais. À Sun City déjà, dit-il, ceux qui n'avaient pas été catégorisés ont formé un groupe, revendiqué le contrôle de quelques localités et exigé leur place. Il décrit ensuite ce qu'a produit l'intégration des groupes armés dans l'armée. Le chef qu'on veut neutraliser monte à Kinshasa. Il reçoit ses étoiles, vit à l'hôtel, sans troupes ni bureau, pendant que son adjoint reprend le commandement sur le terrain et espère à son tour le même chemin. Il appelle cela l'autogénérescence des groupes armés. Même constat, prescription inverse. Mekichi en conclut qu'il faut fermer la porte. Kabamba en conclut que c'est l'État qui doit cesser de produire les conditions du cycle. Sur un point, Kabamba donne raison à Mekichi sans le vouloir. Il rappelle que la loi d'amnistie a été votée par le Parlement de transition juste après Sun City, ce qui a mis fin, dit-il, aux recherches de justice sur ce qui avait été commis pendant la guerre. La clause de 2002 excluait pourtant les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité. Entre le texte et son application, il y a eu un écart. Et cet écart est précisément ce que les Wazalendo redoutent aujourd'hui. Leur président Dadi Saleh a posé la condition devant la presse à Kinshasa. Oui au dialogue, mais pas pour blanchir les auteurs de crimes, et pas pour distribuer des postes. Le parti ECHO de Jean-Claude Massangou tient la même ligne dans sa déclaration du 23 juillet. Ce dialogue ne peut être ni un tribunal, ni une amnistie, ni un espace de blanchiment. Le pouvoir, les Wazalendo, un parti de la majorité, un opposant anti-dialogue et un universitaire favorable à l'inclusivité totale disent tous, dans les mêmes jours, qu'il ne faut pas récompenser les armes. Ils ne s'entendent que sur ce point, et c'est le seul qu'aucun des 4 dialogues congolais n'a jamais tenu. Un pays qui négocie tous les 10 ans avec ceux qui ont pris les armes finit par enseigner à ses propres enfants comment on obtient une place. C'est la leçon que 3 générations ont apprise sans que personne ne la formule. Et c'est celle qu'un dialogue devrait d'abord défaire. 3 blocs ce soir, et une seule mécanique. Sur la guerre, une table à Doha et une table à Kinshasa. Sur la Constitution, un prétoire et une salle. Sur le cycle, 25 ans de l'accord et pas une seule fois l'obligation d'appliquer. Le texte qui départagerait tout cela n'est pas encore sorti. Et ce n'est pas la liste des invités qui dit à la valeur de ce dialogue. C'est ce que l'État fera de ses conclusions. Il y a une chose que ce pays a apprise à ses dépens. On ne mesure pas un peuple au nombre de tables qu'on dresse devant lui. On le mesure au nombre de décisions qu'on ose y prendre et au nombre de celles qui survivent à la sortie de la salle. Depuis 1991, le Congo n'a pas manqué de table, il a manqué de lendemain. Demain, l'ordonnance ne sera peut-être pas là. Après-demain non plus. Nous continuerons de la demander, et le jour où elle paraîtra, nous la lirons ligne à ligne, devant vous. C'était Ilunga, toujours présente pour vous informer les week-ends. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, et n'oubliez jamais, les faits sont la charnière de la vérité.